Diop, il est le directeur du Centre des opérations d'urgence sanitaire. Bonsoir docteur et merci d'être là. Bonsoir. On va d'abord commencer par le nombre de décès liés au coronavirus qui grimpe de jour en jour. Quelque part, on a envie de se demander que se passe-t-il? Est-ce qu'on est en mesure de gérer nos cas graves comme il le faut? Tout à fait, nous sommes en mesure de gérer nos cas graves. Je pense qu'aujourd'hui, on l'avait un peu prédit, entre guillemets, si les cas augmentent, le risque d'avoir des cas graves augmente, le risque d'avoir des personnes qui ont des comorbidités augmente. Et donc, c'est, je peux même dire, naturel qu'on puisse avoir plus de mortalité. Ça ne veut pas dire aussi que toutes les personnes qui sont en réanimation meurent. Et ça, je pense, c'est important. C'est vrai que dans nos communiqués, nous ne communiquons pas sur les personnes qui sortent de la réanimation, parce que nous avons quand même des personnes qui sortent de la réanimation. C'est quel pourcentage? On a 25% de décès dans les réanimations. Et aujourd'hui, la mortalité, nous avons trois types. Nous avons les personnes qui décèdent effectivement dans les réanimations. Nous avons les personnes qui décèdent à l'arrivée à l'hôpital. Et ça aussi, nous avons une proportion maintenant de personnes, parce que tout simplement, ils prennent du temps. Il y a, c'est vrai, cette crainte de consulter aujourd'hui l'hôpital, ils arrivent, ils décèdent à l'hôpital, et les autres qui meurent à domicile. Donc, c'est ces trois groupes de décès que nous constatons. Donc, finalement, est-ce que nous avons les bons chiffres, finalement? Si, nous avons les bons chiffres. Tout est comptabilisé? Tout est comptabilisé. Non, nous avons les bons chiffres. Nous avons les bons chiffres. Bon, par rapport au nombre de tests, oui. Par rapport au nombre de tests effectués? Oui, parce que toutes ces personnes sont testées. Donc aujourd'hui, toute personne testée, que cette personne soit vivante ou morte, est comptabilisée. Donc le chiffre global qui est donné par rapport au test, c'est toutes les personnes vivantes et décédées à domicile. Alors, on s'interroge également sur autre chose, c'est la capacité de prise en charge de nos structures sanitaires. Est-ce qu'aujourd'hui, elles arrivent toujours à suivre le rythme ou elles sont essoufflées ou comment ça se passe? C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a quand même une pression sur nos structures de santé. Comme je dis toujours, si on réfléchissait au départ en disant est-ce que nos structures étaient capables de prendre 6000 patients, peut-être on dirait que ce n'est pas possible. Donc quand même, il faut reconnaître que le système de santé a été résilient à pouvoir prendre en charge tous ces patients. Et comme on l'a vu au départ, nous étions partis sur une prise en charge hospitalière pure dans nos hôpitaux, en essayant au maximum de laisser les structures, en tout cas certains services, fonctionner. Donc nous n'avons pas amputé sur les services pour pouvoir prendre en charge les cas Covid. Donc ce qui fait que tous les autres services, en tout cas pour la plupart, continuent à fonctionner et peuvent fonctionner. Donc quand nous sommes arrivés à saturation sur ces services, nous sommes passés à la prise en charge extra-hospitalière. Donc aménager des structures, des infrastructures hôtelières, ou en tout cas des centres d'accueil pour prendre en charge des patients. Aujourd'hui encore, la tension est encore là. Donc nous avons, je pense qu'on le constate, des patients encore qui sont à domicile qui attendent d'être pris en charge. Et nous, à un moment, nous passerons, et nous sommes en train un peu de l'étudier, c'est la prise en charge à domicile. Parce que nous avons des patients... Comment ça va s'effectuer, justement, cette prise en charge à domicile? C'est quelque chose qui est possible, parce que ce n'est pas une nouveauté. Ailleurs, ça se fait. C'est vrai qu'aujourd'hui, on pense souvent qu'on a voilà, c'est l'environnement des domiciles dans les maisons. Mais nous avons des personnes aujourd'hui qui ont des conditions qui peuvent permettre qu'on les prenne en charge à domicile. Et, surtout les personnes asymptomatiques. Parce qu'aujourd'hui, avec l'évolution des cas, il faut qu'on mette plutôt l'accent sur entre guillemets, les malades, c'est-à-dire les personnes qui ont des symptômes et que ces personnes, on leur réserve nos structures de santé. Et maintenant, les personnes qui sont asymptomatiques, qui se prennent en charge, qu'on doit prendre en charge, on peut les prendre dans les structures extra-hospitalières. Maintenant, nous avons quand même des cas de refus. Nous avons des personnes qui refusent de rejoindre les centres de traitement. Ces personnes, on ne peut pas les laisser à elles-mêmes. Donc, nous sommes obligés de les prendre en charge. Donc, nous sommes obligés aussi de nous adapter et d'aller vers cette prise en charge à domicile. Le président, aujourd'hui, dans le communiqué du Conseil des ministres, nous demande à ce qu'on essaye de voir les meilleures conditions pour vivre de façon durable avec le virus. Ça veut dire quoi chez vous, scientifiques? C'est déjà ne pas laisser circuler le virus. Je pense que c'est important quand le président de la République, même au niveau du secteur de la santé, nous disons qu'il faut vivre avec le virus. Oui. Mais de façon durable, ça veut dire quoi? Parce que c'est une situation qui peut durer. Je pense que ça fait ça. On ne peut pas aujourd'hui se projeter. Nous partions sur d'ici septembre ou pour voir que la situation allait évoluer, mais tout dépend un peu des comportements des populations. Et malheureusement, on a l'impression que le fait d'avoir assoupli les mesures, les personnes l'ont interprété comme si c'était la fin de la maladie. Alors qu'aujourd'hui, on est à une étape qui est beaucoup plus difficile. C'est vrai que la majorité, plus de 60% des personnes qui sont positives sont asymptomatiques. Elles pensent qu'elles ne sont pas malades.
mais c'est des personnes qui peuvent contaminer et transmettre. Et donc aujourd'hui, le focus est essentiellement sur les personnes qui ont des symptômes, mais également les groupes vulnérables, que sont les personnes âgées et certaines personnes qui ont certains... Et cette cartographie renvoie à quoi aujourd'hui par rapport à ces vulnérabilités, ces personnes vulnérables? Qu'est-ce que la cartographie donne aujourd'hui en termes de... C'est-à-dire, est-ce que c'est simplement les personnes âgées? Quel est le pourcentage? Où se trouve le risque? À quel niveau? En fait, le risque, c'est tout ce groupe. Je pense qu'aujourd'hui, on a un peu le pourcentage de personnes âgées dans ce pays. Je pense qu'il est autour de 66%, en tout cas les personnes de plus de 60 ans qu'on cible. Mais après, c'est toutes les personnes, et ça à travers nos programmes, les programmes de lutte contre le diabète. On a beaucoup d'associations, les personnes qui ont certaines maladies chroniques, qui ont des maladies auto-immunes. Donc c'est ces groupes de personnes, en fait, qu'il faut maintenant cibler pour les protéger. Comment? Quelle stratégie? Mais c'est la communication. Aujourd'hui, nous n'avons pas d'autre stratégie que de communiquer. C'est de communiquer envers ces personnes. C'est aussi d'amener ces personnes à avoir confiance à revenir dans la structure de santé, à pouvoir continuer leur consultation, mais également à ce que nous, peut-être, en tout cas, la population jeune, les populations qui pensent qu'elles ne développent pas la maladie, de protéger ces personnes qui sont toutes dans nos maisons. Alors, jusqu'à présent, on a entendu à plusieurs reprises le fameux pic qui nous a été, disons, donné. Sauf que lui, il a été très prudent. Oui, mais il est bon de savoir, on se situe à quel niveau actuellement? Est-ce qu'on est à un état stationnaire? Est-ce qu'on est au niveau de ce pic-là? Est-ce qu'on est dans une phase descendante? Moubarak Lô nous parle de 3 pics. Qu'on puisse au moins savoir à quand la fin de ce virus. Bon, moi je pense qu'il y a une chose qu'on apprend de cette épidémie, c'est l'humilité. Donc il faut faire très attention à ce qu'on dit. Et aujourd'hui, en termes de pic, ce qu'il faut savoir, le pic, c'est pas un jour, c'est une période. Et ce qu'on peut constater aujourd'hui, c'est vrai que nous avons eu, comme l'avait dit M. le ministre de la Santé, nous avons eu un pic en fait en termes de jours où nous avons eu le nombre de tests positifs le plus important, 177 cas positifs. Mais aujourd'hui, ce qu'on constate dans notre analyse, nous sommes presque à une situation de plateau. C'est-à-dire, nous tournons autour de 100 cas par jour. Ça fait à peu près presque 2 semaines que ça dure. Oui. Donc et ce plateau peut être un pic. Parce qu'au moment où ça va descendre, on se rendra compte que c'est un pic. C'est pourquoi je dis toujours le pic, on va s'en rendre compte quand on va la dépasser. Maintenant, il faudra, en fonction de l'adhésion des populations, des mesures qui sont prises, il faut que ce plateau descende, parce que ce plateau aussi peut remonter. Et en fonction aussi du nombre de tests effectués, justement. En fait, le nombre de tests, c'est vrai qu'on parle beaucoup du nombre de tests. Si on analyse un peu, même dans la sous-région, si on a les chiffres de l'AS, si on prend un pays comme le Nigeria, qui fait plus de 200 millions d'habitants, ils ont 30 000 tests presque de moins que nous actuellement. Et ils ont 3 fois plus de cas. Ils sont à 20 000 cas. Donc la question des tests, c'est vrai qu'il y a aussi les moyens. Aujourd'hui, nous n'avons pas les moyens de tester tous les Sénégalais. Je pense que c'est clair. Nous sommes à peu près à 0,8%. Quelle est la formule Mais non, la formule, c'est ce qu'on fait, c'est qu'aujourd'hui, c'est de cibler les personnes qui sont symptomatiques et les groupes vulnérables. Parce que c'est quand même important à ce niveau de la maladie, si on veut tester tout le monde, et qu'on le fait, on peut le faire, on peut tester tout le monde, mais après, quand nos tests vont finir, nos personnes malades, on ne pourra plus les prendre en charge. Donc il est important aussi de rationaliser et de mettre une stratégie en fonction des moyens que nous avons. Et comme on le dit aussi, il n'y a pas un pays du monde qui a testé toutes ces populations. Ce n'est pas possible. Parce que comme on le dit, vous testez aujourd'hui une personne. Sauf que ces pays du monde ne sont pas 16 millions de personnes. Oui, mais il y en a d'autres qui sont en plus. Aujourd'hui, je prends l'exemple d'un pays qui a, c'est le pays qui a le plus fort taux de tests dans l'Afrique de l'Ouest, en tout cas dans l'espace CEDEAO, c'est le Cap-Vert. Ils sont à 600 000. À peu près 600 000 habitants, ils ont des tests autour de 6 000. 6 000, nous les testons nous en une semaine. Et quand on les classe, le Cap-Vert est en tête, parce qu'il est à peu près, c'est le seul pays qui a à 1% de population testée. Tous les autres pays sont en deçà de 1%. Donc la question n'est pas sur le nombre de tests. Et c'est important. Et c'est là maintenant, à ce stade où nous sommes, où la surveillance a vraiment sa valeur. Ouais, à côté, avant qu'on passe à autre chose, Pape, s'il te plaît, on a le SAMES qui menace aujourd'hui d'arrêter les missions de prélèvement sur le terrain. Est-ce que cela ne risque pas aujourd'hui d'alourdir le travail ou la chaîne de transmission? Non, moi je pense que, en tout cas, je connais bien le SAMES, un syndicat que j'ai dirigé. Je pense que c'est des médecins qui sont quand même très responsables. Nous ne sommes pas à un niveau, à un stade de la maladie où on peut boycotter
ou refuser de prendre en charge les personnes. Il peut y avoir des décalages dans les idées ou des malentendus, mais je pense que tout va pouvoir mais ce qu'ils être réglé. ont dit, est-ce que c'est avéré ou pas le manque d'appui dédié au centre ou aux comités qui sont chargés de s'occuper de ce travail-là? Ce que je peux dire, c'est que beaucoup a été fait. Moi, en tout cas, je peux personnellement le dire à travers la cellule que je coordonne, où toutes les régions ont des cas. Toutes les régions ont été appuyées. Aussi bien les centres de traitement, les régions médicales, les districts. Mais est-ce que c'est on ne me dira pas que... Est-ce que c'est un appui conséquent? Ce ne sera jamais suffisant, parce que nous n'étions pas quand même préparés à faire face à ce genre de situation. Je pense que ça aussi, il faut qu'on puisse le comprendre. Comme vous dites, on est 16 millions, mais le Sénégal, ce n'est pas les États-Unis, ce n'est pas une question de moyens. Mais est-ce que les contestations sont légitimes aujourd'hui? En fait, je ne vais pas les contester. Si les personnes revendiquent, c'est qu'elles ont des raisons pour revendiquer. Maintenant, après, c'est de voir quelles réponses on apporte à ces personnes. Mais moi, je n'ai pas d'inquiétude par rapport à la continuité de la stratégie et à l'implication du personnel de santé par rapport à ces personnes. Et la menace des contractuels? C'est pareil. Je pense que c'est vrai qu'il y a eu des... parce qu'au niveau des centres de traitement, nous avons un certain nombre de personnels. Nous avons des étudiants en médecine, effectivement, qu'on a pris et qui étaient, effectivement, au départ, c'est des personnes qu'on avait contractualisées pour qu'ils appuient les centres de santé, les structures de prise en charge. Après, nous avons eu le ministère de la Santé qui a fait un appel à candidature pour recruter du personnel, mais ce personnel est un personnel diplômé, donc c'est des docteurs en médecine qui ont été recrutés. Et ils ne pouvaient pas être mis au même niveau de traitement que les étudiants en médecine. Aujourd'hui, je pense qu'il y a une solution qui est trouvée de motivation de ce personnel. Vous avez besoin de ces étudiants? Nous en avons besoin. C'est pourquoi ils sont dans nos centres de traitement. Et je suis aussi sûr que c'est vrai qu'il y a eu quelques difficultés un peu dans le paiement de ces contractuels, mais c'est quelque chose, en tout cas, M. le ministre a donné des instructions et je pense que c'est des choses qui vont se régler très rapidement. Oui, donc c'est juste des difficultés, vous minimisez? Non, je ne minimise pas. Je ne minimise pas, parce que c'est des personnes qui doivent payer, qui ne sont pas payées. Donc c'est pourquoi je dis, je ne juge pas la raison. Mais c'est des choses qu'on peut régler et qu'on réglera. En tant que scientifique, comment est-ce que vous appréciez aujourd'hui ces mouvements d'humeur à ce stade justement de la gestion de cette maladie? L'enjeu. C'est ce que je dis. Je pense que moi je dis toujours, en tant que soignant, c'est notre métier. En fait. C'est vrai que c'est un sacerdoce de faire la santé, d'être médecin, infirmier, d'être personnel de santé. Il est vrai aussi qu'il y a un minimum de conditions. Les personnes quand même travaillent. C'est très dur, les centres de traitement, les centres de prise en charge. Le risque, il est très élevé. Un bon nombre infectés, vous confirmez? Comment? On nous a, selon des informations, donc il y a un certain nombre de personnels. Oui, il y a du personnel de santé. Déjà, quand on faisait notre point, on était à au moins 160 personnels de santé qui étaient infectés. Ça, c'est quelque chose qu'on reconnaît. Et donc, c'est pourquoi des efforts sont faits un peu dans la protection de ces personnels aujourd'hui, en termes d'équipement de protection, au niveau des centres de prise en charge, mais également, en général, dans les structures de santé. Et aujourd'hui, ce personnel, encore plus, en ce moment, doit être beaucoup plus protégé. Alors, il y a beaucoup de pays qui ont décidé à un moment donné de vivre en présence du virus. Et à l'observation, on se rend compte que dans ces pays-là, ils pensent qu'ils ont dépassé le pire et qu'ils ont emmagasiné beaucoup d'expérience en tout cas pour pouvoir faire face. Est-ce qu'aujourd'hui, le retour sur l'expérience que vous avez, est-ce que ça nous permet psychologiquement de faire face à ça, de vivre en présence du virus? Moi, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas... Aucun pays n'a de solution. Il y a encore, tout à l'heure, je voyais en Allemagne, ils vont reconfiner. Aux États-Unis, c'est un pays ils ont tous les moyens du monde. Ils ont des difficultés. Donc, il n'y a pas une solution miracle pour le moment. Chaque pays, chaque contexte est particulier. Et c'est une épidémie, comme je dis, qui est dynamique. Les mesures doivent être dynamiques. Donc, il n'y a pas de... Certains peuvent penser que les gens tâtonnent. Non, on peut prendre une décision aujourd'hui qui, dans une semaine... Mais il faut réajuster. Est-ce que nous avons dépassé le pire? Ça, on ne peut pas le dire. Franchement, on ne peut pas le dire. Et c'est pourquoi on dit le respect des mesures barrières, c'est extrêmement important. Parce que nous allons aller vers une réouverture des frontières. Un travail a été fait au niveau du Sénégal. Et nous, on le dit. Moi, en tout cas, personnellement, c'est une crainte. Je dis, nous avons fait quelque chose au niveau du pays. On attendait 3 fois plus de cas que nous avons. Je ne suis pas sûr que ce soit la même chose dans les pays qui nous entourent. Donc... Et par rapport à ces décisions, est-ce que les avis des techniciens que vous êtes, est-ce que vos avis sont pris en compte? Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes d'accord pour que les frontières, pour que les avions commencent à... Il faut reprendre l'activité. Parce qu'après, on est dans un cercle vicieux qui est difficile.
Maintenant, nous, ce qu'on dit toujours, c'est les conditions. Par exemple, on dit aujourd'hui, ouvrons les frontières. Je pense que c'est quelque chose qui est acté maintenant. Mais avant de venir, faites vos tests avant de venir dans le pays. Parce que la situation actuelle que nous avons, c'est de tester les personnes à l'arrivée à l'aéroport. C'est une situation qui ne peut pas continuer. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des avions qui arrivent par groupe de maximum 100. Mais à Dakar, le soir, vous avez rien que 3 vols qui arrivent, c'est presque 1500 personnes. Donc on ne peut pas, et ce n'est pas possible. Donc la solution maintenant, c'est de faire tester les personnes avant de venir. Et même ça, ça n'empêche pas. Parce que comme on dit, vous vous êtes testé une semaine, 72 heures avant, vous pouvez faire la maladie. Mais au moins ça réduit et ça permet aussi de réduire le nombre de cas importés qu'on pourrait avoir. La reprise des classes, c'est demain. Beaucoup d'enseignants sont sceptiques quant au respect du protocole sanitaire au niveau de ces établissements. Est-ce que selon vous, il faudrait y aller malgré ces craintes? C'est vrai que pour nous, en tout cas professionnels de la santé, c'est important les conditions. Comme on l'a dit, les mesures barrières. Maintenant, il faut qu'on soit clair. Moi, je dis toujours, on n'a plus besoin de stigmatiser encore que ce soit. Aujourd'hui, tout le monde a voyagé. Les enseignants ont voyagé, les élèves ont voyagé, les parents d'élèves ont voyagé, les médecins ont voyagé, les journalistes ont voyagé. Tout le monde a voyagé. Donc, tout le monde est à risque. Donc, le risque au niveau de l'école ne sera pas différent d'un risque au niveau des domiciles. J'ai l'habitude de dire souvent dans nos lieux de travail, nous avons un meilleur comportement que quand nous y sortons. Et donc c'est important. L'essentiel, c'est que ces mesures soient... Ça, c'est un minimum quand même. Il ne faut pas que les classes soient surchargées. Il faut que le port de masque puisse être vraiment obligatoire. Il faut garder cette distanciation. Donc ce ne sera pas facile, mais je pense que les mesures prises par le ministère de l'Éducation pourraient aider avec l'engagement de tous. Mais est-ce qu'on ne risque pas de se retrouver dans le même cas de figure que la dernière fois? Il a fallu que l'on déplace des enseignants et qu'on se rende compte qu'il y a eu beaucoup de contamination pour ce corps-là. Aujourd'hui, des enfants vont être, disons, au devant de la scène. Ils feront face à des situations qui sont à risque, même s'il est clair que quelque part aussi dans les maisons, on ne peut pas dire qu'ils ne seront pas contaminés, mais quelle est la garantie aujourd'hui que pourrait donner l'autorité aux parents pour que ces personnes-là puissent être, disons, rassurées par rapport aux conditions dans lesquelles vont évoluer leurs enfants? Je pense qu'il n'y a pas de garantie. C'est vraiment un engagement de tous, aussi bien pour les parents à pouvoir aussi sensibiliser leurs enfants, à vraiment les responsabiliser par rapport à leur attitude. Au niveau de l'école, forcément c'est une situation à risque, comme le lieu de travail ou ailleurs. Maintenant, l'engagement est pris, il faut que les activités reprennent, mais encadrées. Autre chose, professeur, ou plutôt docteur, excusez-moi, on a vu qu'il y a un nombre assez important de personnes guéries. Entre-temps, est-ce que le Sénégal a pu expérimenter d'autres remèdes ou vous en êtes toujours à ce qui était prévu depuis le début? Pour le moment, c'est le même protocole thérapeutique qui est en cours. Malgré la sortie de l'OMS? Oui, malgré la sortie, parce que la sortie de l'OMS, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand le Sénégal démarrait son protocole thérapeutique avec l'hydroxychloroquine, c'est avant que l'OMS démarre son essai. Nous, on avait commencé et l'OMS a demandé au Sénégal d'intégrer cet essai clinique. Que l'OMS arrête ne gêne pas, parce que quand même, je pense que l'équipe de prise en charge coordonnée par le professeur Seydi, c'est des personnes quand même assez expérimentées. Mais nous n'avons pas, comme je pense qu'il a bien dit, nous n'avons pas eu d'effets secondaires patents, nous n'avons pas eu de surmortalité. Voilà, donc en termes de résultats, ce qu'on peut constater, on ne va pas dire que tout est grâce à hydroxychloroquine et azithromycine, mais aujourd'hui, rien ne nous indique, en tout cas sur le plan des résultats, à arrêter ce protocole, parce qu'on a plus de 65% de taux de guérison. Qu'est-ce qu'on a appris finalement de cette pandémie? Parce que chaque fois, on s'interroge sur la capacité de résilience de nos systèmes sanitaires. Aujourd'hui, on a vu que les grandes puissances sont confrontées à des difficultés malgré leurs gros moyens. Au niveau de la communauté africaine, est-ce qu'il y a une réflexion ou des études qui sont engagées pour qu'aujourd'hui qu'on puisse faire face à ce type de situation ou qu'on puisse nous entraider entre pays? Moi, je pense qu'aujourd'hui, si on regarde l'Afrique, il y a quand même beaucoup de leçons apprises. L'Afrique a fait face à beaucoup d'épidémies. Il y a l'épidémie Ebola qui est toujours en cours en RDC. Donc il y a eu quand même, nous avons appris de ces situations qui font qu'en termes de réaction, en termes de renforcement des structures de santé, même si tout n'est pas aux normes, mais ce qui est important, c'est d'abord une organisation. Et je pense que, par exemple, pour un pays comme le Sénégal, c'est l'organisation. Je donne souvent l'exemple de ce qui s'est passé aux États-Unis où, au départ, pour faire un test, il fallait une semaine. C'est la plus grande puissance. Mais parce que tout simplement,
pour faire un prélèvement, il faut l'amener dans un endroit qui n'est pas de côte est à côte ouest. Nous, à 24 heures, on peut avoir un prélèvement. Donc, c'est plus une capacité d'organisation. Et je pense qu'aujourd'hui, en termes de stratégie d'organisation... des résultats, il y a un temps bien déterminé. C'est 24 heures. Aujourd'hui, nous avons, avec les deux structures qui sont actuellement impliquées dans le diagnostic, l'IRSF et l'Institut Pasteur, en moyenne 24 heures pour avoir les résultats. Ça, c'est quelque chose qui est fait. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des personnes qui ont après un peu de retard. Et ça, c'est par rapport un peu à la transmission de l'information allant du district vers la région. Mais les résultats, nous les avons, en tout cas, nous, tous les jours, en 24 heures après prélèvement. Et le cas de l'immunité, est-ce que vous avez des patients qui redeviennent malades après avoir été déclarés guéris? Si, on en a eu, je pense qu'on en a eu trois patients qui ont été déclarés guéris et qui sont redevenus positifs. Donc, il y a beaucoup d'hypothèses de relargage du virus. Et ce n'est pas quelque chose qui est exceptionnel au Sénégal. En Chine, ça a été décrit. Il y a certains pays où c'est décrit. Mais si on regarde la proportion, c'est vraiment très faible. Et quitte de suivi, quand une personne est déclarée guérie, est-ce qu'il y a un suivi à ce niveau-là? C'est un protocole. Nous partions sur un protocole de 15 jours pour les suivre pendant 15 jours. Bon, aujourd'hui, je pense qu'avec les cas graves qui augmentent, nous sommes en train de discuter surtout les cas graves qui guérissent avec certains tares d'aller plus loin et pourquoi pas de les suivre sur un mois. Mais pour le moment, il n'y a pas de séquelles, en tout cas décrites, mais c'est des personnes à suivre, effectivement. Merci beaucoup, Dr Abdoulaye Bousso, le directeur du COUS, le Centre des opérations d'urgence sanitaire. Merci également à Pape Djibril Fall. Et à vous qui nous suivez de partout, retrouvez-nous demain à la même heure. Un peu plus tard, vous aurez Pape Ngagne et le grand Serigne de Dakar, Pape Ibrahima Diagne. Moi, je vous donne rendez-vous demain, comme je l'ai dit. Excellente